Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, l'Institut universitaire Saint-Pédis que vous dirigez? Quelles sont les formations que propose cet institut? L'Institut universitaire Saint-Pédis est un établissement privé d'enseignement supérieur qui a été fondé en 1980, il y a donc 31 ans, par Monseigneur Lefebvre à la demande de plusieurs professeurs d'universités parisiennes et de province qui étaient très inquiets des orientations nouvelles de l'université française à la suite de 1968. L'Institut constitue comme le fleuron de la formation de la fraternité Saint-Pédis, après les écoles primaires, les écoles secondaires, que ce soit celle de la fraternité Saint-Pédis ou des dominicaines. Eh bien, l'Institut constitue un petit peu la clé de voûte de l'enseignement. Il appartient à cet enseignement supérieur et il rentre tout à fait dans l'optique qui a toujours été celle de l'Église de former ses enfants, de former les intelligences des étudiants, comme elle l'a fait en fondant les grandes universités européennes. En l'occurrence, l'Institut universitaire Saint-Pédis forme à 3 filières, lettres classiques, philosophie et histoire, et il comporte également une formation intégrée des maîtres pour les futurs professeurs, les futurs instituteurs, institutrices. On dit souvent que cet institut ne prépare qu'au métier de l'enseignement finalement. Les jeunes entendent parler de filières des humanités, de sciences humaines, lettres classiques, philosophie, histoire, et se demandent mais est-ce que je pourrais avoir un avenir professionnel à la suite de telles études? Est-ce que je ne suis pas condamné, entre guillemets, à devenir professeur alors que je n'ai pas du tout envie d'être professeur? Eh bien non. En vérité, à la suite d'études littéraires comme celles qui sont suivies à l'Institut, il y a une infinité, je dirais presque, de débouchés qui s'ouvrent aux étudiants. Ma maîtrise avec l'Institut, un partenariat avec la Sorbonne qui était vraiment très intéressant. Et par la suite, j'ai bifurqué sur l'histoire du droit, plus précisément, pour faire un DEA. Et aujourd'hui, oui, je suis généalogiste successoral. Qu'ils se disent tout d'abord qu'une licence en sciences humaines ne donne pas de métier. La vocation de l'université n'est pas de donner un savoir-faire, mais un savoir. Donc à partir d'une licence, on n'a pas de métier. Cependant, à partir d'une licence ou d'un Master 1 qui suit immédiatement la licence, donc à Bac plus 3 ou Bac plus 4, on peut avoir accès à beaucoup d'écoles, à beaucoup de formations complémentaires sur 1 an, sur 2 ans, qui ouvrent dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de la fonction publique. Les écoles de commerce intègrent des étudiants en 3e ou 4e année ou 5e année qui ont suivi une licence de sciences humaines. On a d'ailleurs plusieurs anciens parmi nos étudiants qui sont entrés dans une école de commerce. Alors après ces 2 années d'histoire, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle Advantia, une école de la Chambre de commerce de Paris, école d'application en fait, une école de gestion qui donnait un diplôme niveau maîtrise. Pendant ces 2 années, j'ai fait des études en alternance, 2 années spécialité orientées vers les ressources humaines. Donc j'ai fait en alternance dans une entreprise qui fait du recrutement en intérim. Depuis 2007, je travaille dans un grand établissement bancaire. Un petit exemple d'une étudiante qui a suivi une maîtrise de géographie après des études d'histoire, de géopolitique. Elle est entrée dans une grande école de commerce de province en Master 2 de commerce, finance, avec option conseiller en gestion du patrimoine. Et à l'issue de cette année, tous ceux qui ont été reçus, donc 70%, avaient un travail à la clé. Elle est actuellement conseillère en gestion patrimoine. Domaine aussi des ressources humaines, puisque ce secteur de l'entreprise est réservé plus exclusivement aux détenteurs d'une formation dans les matières des humanités, de par la culture générale, de par ce sens de l'humanité que donnent ces formations. Lors de mon oral, j'ai bien mis en avant que j'avais effectivement une formation philosophique pour faire des ressources humaines. Les ressources humaines, on parle souvent de relations humaines, alors c'est vrai, elles sont existantes, mais il y a aussi toute une conception de l'entreprise, une conception des liens sociaux, de l'égalité professionnelle. Et la philosophie, sous ces rapports-là, apporte les principes clairs
pour ensuite prendre les bonnes décisions. Je suis chargé de formation dans une grande entreprise qui s'appelle Randstad. C'est un grand groupe, c'est le deuxième groupe mondial de services en ressources humaines. Il y a également dans les domaines professionnels tout ce qui est lié au concours administratif de la fonction publique, tout ce qui est lié également à l'urbanisme, aux écoles de documentalistes, aux écoles d'archivistes. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur l'abbé, de formation humaine, d'humanité. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces notions? Et d'autre part, est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit là d'atouts pour être pris par des employeurs? Alors, tout à fait, et nos anciens étudiants, quand ils reviennent à l'Institut, on parlait notamment aux étudiants actuels, eh bien, nous font part des remarques de leurs employeurs sur leur formation. Je pense en particulier à deux cas, un dans une école de commerce, et on lui a dit « on vous a pris parce que vous avez une culture générale et vous avez une tête bien faite ». Et c'était fort apprécié. Une autre étudiante qui était dans le domaine de ce qu'on appelle l'ingénierie culturelle, la promotion de la vie culturelle au sein d'une municipalité, d'un lieu du patrimoine comme un château, comme un musée, nous faisait part de l'atout que lui avait donné sa formation d'histoire, d'historienne, et qu'on l'avait remarqué justement pour sa capacité à bien comprendre les enjeux culturels d'une collectivité. Les humanités apportent cette formation humaine. Eh bien, si on veut savoir ce qu'on va faire de notre vie, si on veut savoir où l'on va, il faut savoir ce que l'on est. Et il faut savoir en particulier quelles sont nos racines familiales, les racines nationales, les racines de civilisation, les racines religieuses. À la fin de la terminale, ce que j'aimais, c'était le grec, le latin et la littérature. Je me suis rendu compte que les études étaient beaucoup plus complètes que ce que je pensais. C'était pas forcément seulement s'intéresser au latin, au grec et au français, mais c'était beaucoup plus que cela, faire à la fois de la littérature, de la linguistique, de la civilisation, de l'archéologie, de l'ancien français. Cette formation, je peux la recevoir dans une université publique, avec des sommités de l'enseignement supérieur. Alors, pourquoi à l'Institut universitaire Saint-Pédis précisément? Quelle est la spécificité de cet établissement? Ces matières ne sont pas neutres. Dire que l'histoire est neutre, c'est une illusion. Dire que la philosophie est neutre, c'est une utopie. Dire que les lettres classiques sont neutres, c'est une vanité. Ce n'est pas juste. L'histoire n'est jamais neutre. Pourquoi va-t-on donner beaucoup plus d'importance aujourd'hui à la Révolution française, à la formation de la démocratie? C'est bien parce que celui qui façonne des programmes a des idées, a des convictions. Il fait un tri dans l'histoire. Il a une manière déjà d'enseigner l'histoire qui est orientée. J'aime cette phrase de saint Thomas qui résume véritablement le but d'une saine philosophie. Je vous la cite, « L'étude de la philosophie ne consiste pas à savoir ce que les hommes ont dit de la vérité, mais ce qu'il en est de la vérité. » Cet exemple de l'Institut catholique de Paris qui forme les imams de la République, le plus officiellement du monde, à la demande de l'Élysée. Bon. Quel esprit catholique va régner dans ces instituts soi-disant catholique? D'une façon simplement pratique, comment s'inscrire à l'Institut? Et d'autre part, est-ce que l'on peut obtenir une bourse en étant à l'Institut universitaire Saint-Pédis? Eh bien, si vous êtes lycéen, vous allez passer votre baccalauréat à la fin de l'année, inscrivez-vous sur le site Admission Post-Bac, où vous trouverez nos filières. Et si au contraire, vous êtes déjà engagé dans des études et que vous souhaitez vous réorienter parce que vous avez été déçu des filières que vous avez suivies ou des établissements, n'hésitez pas à nous contacter. Vous parliez des bourses, effectivement, nous avons depuis 2008, et j'espère que nous aurons le renouvellement de l'agrément, l'habilitation à délivrer des bourses pour les étudiants aux conditions communes à tous les étudiants de France. Donc, ce qui est un avantage appréciable pour nos familles, surtout nos familles nombreuses. Monsieur l'abbé, quels sont les montants de la scolarité à l'Institut universitaire Saint-Pédis?
Alors les montants de la scolarité sont d'à peu près 3 000 € en comptant les frais d'inscription, 290 € pour l'année 2012 et 2 650 € pour l'année. Donc à peu près 3 000 € de frais annuels, ce qui est relativement peu en comparaison des autres instituts privés. La vie parisienne permet un accès facile à une très riche culture, ne serait-ce que par la paroisse de Saint-Nicolas du Chardonnay qui se trouve à un quart d'heure, avec sa liturgie extraordinaire, avec le contact des prêtres, avec les mouvements de jeunesse qui s'y trouvent. Paris, c'est aussi un fourmillement de culture, avec des bibliothèques. Évidemment, à Paris se trouvent beaucoup de professeurs de l'Institut Saint-Pédis. On peut être inquiet de voir ces enfants partir à Paris quand on habite la province. Il est bon que les étudiants soient soit dans une famille, une partie de la famille ou une famille amie, ou une famille qui loge des étudiants, moyennant rétribution ou service. Et puis aussi, une bonne chose à faire, c'est la colocation. En une semaine, c'était réglé. En une semaine, nous avons trouvé un logement, nous nous sommes inscrits, nous sommes montés à Paris pour avoir un rendez-vous avec le recteur de l'époque, qui était M. l'abbé Touvenot, et ma foi, j'y suis resté. Depuis l'instauration plutôt du jury rectoral de 2001, une réforme des universités qui touche l'Institut catholique de Paris, l'ICES à La Roche-sur-Yon ou nous-mêmes, nous avons nos programmes sur lesquels sont interrogés nos étudiants par nos professeurs qui corrigent les devoirs, les partiels, les examens de nos étudiants, et l'État, l'Académie de Paris, valide nos examens. Donc ce sont donc des diplômes d'État, c'est important à bien le savoir, mais des diplômes d'État qui valident une formation propre à l'Institut Saint-Pédis, qui a été visé par l'État, mais qui est donc validé dans ces diplômes par l'État. Et en quittant l'Institut, c'est vraiment la chose que je regrette le plus avec les professeurs, c'est l'ambiance qui règne, une ambiance presque familiale. Enfin, je vous invite à venir à notre journée porte ouverte qui va se tenir dans les locaux de l'Institut, 21 rue du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement à Paris, le samedi 11 février, de 14h à 18h. Ce samedi 11 février, des professeurs de l'Institut seront présents, des étudiants seront présents, et tous ceux qui voudront pourront avoir moult renseignements sur les filières, sur les cours qui sont donnés, sur même les professeurs qui enseignent les cours, et mieux appréhender, mieux percevoir la réalité de l'Institut Saint-Pédis et de ses formations. Il y a à l'Institut une ambiance chrétienne qui est favorisée tout particulièrement par la présence dans la maison même de l'Institut de la Sainte Trinité, puisque nous avons une chapelle où il y a la présence réelle, il y a notre Seigneur qui est présent, et il y a la messe tous les jours à 12h15, horaire pendant lequel il n'y a jamais de cours, si bien que les étudiants qui souhaitent assister à la messe peuvent tout à fait le faire, peuvent tout à fait y assister, comme ils peuvent, durant les moments de la journée, aller à la chapelle qui est ouverte pour y prier. Il y a de temps en temps des chapelets communs qui sont récités. Il y a cette présence de Dieu qui rayonne certainement sur toute la maison.